Bonjour, nous poursuivons notre série sur la colonisation et la décolonisation de l'Afrique. Après la première partie où nous avons parlé de la généralisation de la colonisation à la fin du 19e siècle, nous allons dans cette deuxième partie parler de l'Afrique noire colonisée, c'est-à-dire de la période qui part, disons, de la conférence de Berlin de 1885 jusqu'au début de la décolonisation, jusqu'à la veille des indépendances. Alors, il faut dire que les assises de Berlin vont conférer une certaine légitimité morale à l'entreprise coloniale européenne, et les choses vont se passer dans l'ensemble assez facilement au niveau de l'installation coloniale, je dirais. Puisque, comme nous l'avons vu, les populations africaines elles-mêmes étaient demandeuses de l'administration européenne, vu ce qu'il se passait sur le continent au niveau des protectorats en Afrique noire, des protectorats qui étaient donc administrés par le blanc. Bon, c'est vrai, il y a eu aussi quelques résistances qu'il faut signaler, mais d'une façon générale, les résistances notables étaient celles d'États esclavagistes désormais très impopulaires. Donc, ces résistances-là furent vaincues assez facilement. Le royaume Ashanti, le royaume du Dahomey, l'empire Wassoulou de Samori Touré. Donc, d'une façon générale, ces États qui étaient investis depuis des fois des siècles dans la traite négrière, l'esclavage, les sacrifices humains. C'était un moment où les populations africaines voulaient passer à autre chose. Un peu comme si c'était tout un continent qui voulait tourner la page. Les États consistants, non esclavagistes, comme par exemple les royaumes aussi, qui faisaient une certaine promotion de la dignité humaine, ces États-là, non seulement ne vont pas s'opposer à la colonisation, mais bien au contraire, vont accompagner la transition coloniale. Donc, avec les populations indigènes, d'une façon générale, par exemple, les troupes de Léopold II dans le bassin du Congo ne vont avoir aucun problème avec les indigènes bantous. C'est seulement contre les Arabes esclavagistes qui étaient dans la région que les troupes de Léopold II vont, par exemple, faire la guerre. Alors, il faut signaler qu'il y a eu aussi une résistance victorieuse. C'était avec l'Éthiopie, en 1896, durant la bataille d'Adoua, où l'Éthiopie va vaincre l'Italie. En fait, il faut comprendre que l'Éthiopie avait ceci de particulier, que c'était une très vieille nation. L'Éthiopie est juive depuis l'Antiquité, l'Éthiopie est chrétienne avant la France, donc c'est une vieille nation où il y avait un fort sentiment national qui va expliquer la réussite de cette résistance-là. Parlons aussi quand même du Libéria, parce que souvent les gens disent que le Libéria n'a pas été colonisé. Non, c'est totalement faux. Le Libéria était déjà une colonie, mais une colonie américaine. Une colonie de peuplement avec les anciens esclaves affranchis. Et comme les colons étaient de même couleur de peau que les indigènes, on préfère dire que non, le Libéria n'a pas été colonisé. Non, c'est totalement faux. Ces colons de même couleur de peau que les indigènes ont même des fois, on leur a fait subir une discrimination très violente. Donc le Libéria était une colonie américaine. Bon, donc, comme j'ai dit, les choses vont se passer relativement assez facilement. Et une fois qu'un territoire est délimité, en fait, ce sont des accords avec les populations locales, des accords, une fois obtenus, qu'on fait reconnaître, aux autres États européens qui sont présents dans la zone. Et c'est ainsi que de proche en proche, on définit les limites territoriales des différentes colonies. Alors,
quand on définit une limite territoriale, par exemple dans le territoire de la Côte d'Ivoire, on dit souvent Côte d'Ivoire, 60 ethnies, il y a différentes ethnies à l'intérieur de ce territoire-là. Donc il y a tout un travail qui est fait au début de ce qu'on appelle la pacification, c'est-à-dire qu'il faut faire une approche vers ces différentes ethnies, dire bon voilà, désormais, vous n'êtes plus isolé, seul dans votre coin, vous êtes dans un ensemble qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Désormais, quand les femmes vont accoucher, ben, il faut déclarer les naissances à tel endroit. Donc, on crée l'état civil. Avant la colonisation européenne, il n'y avait pas d'état civil en Afrique, alors que la population est un élément constitutif de l'existence d'un État. Donc l'état civil, c'est primordial pour l'existence d'un État. C'est la colonisation qui apporte à l'Afrique ce que l'état civil. Vos enfants désormais vont aller à l'école, il y a des centres de santé. Donc voici comment est-ce que petit à petit, un service public se met en place pour prendre en charge des questions essentielles dans la vie d'une collectivité. Et certains éléments indigènes vont même servir petit à petit dans ces services publics-là. Et donc, c'est ce travail de l'administration coloniale au service de l'intérêt général qui va tisser les solidarités qui, avec le temps, vont unir ces différents groupes qui ont été mis ensemble dans le cadre de cette aventure coloniale. Donc, il y aura, comment dire, finalement, à travers ces solidarités, un certain vouloir vivre collectif qui va apparaître, ce qui est l'embryon du sentiment national, du sentiment patriotique. Donc, l'unité territoriale et politique est un élément très important que la colonisation va apporter à l'Afrique. Il y a aussi les colons, l'administration coloniale va mettre en place des systèmes économiques modernes qui vont faire évoluer donc désormais les populations vers ce qu'elles attendaient dans tous les cas. Par l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol et l'organisation du travail des indigènes, la colonisation a mis en place dans chaque territoire un système économique destiné à fournir les moyens de réalisation des infrastructures de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations. Donc il y a de nouvelles cultures qui vont être introduites, le café, le cacao, le thé, c'est des choses que nous ne connaissions pas avant l'aventure coloniale. L'exploitation du sous-sol dans le bassin du Congo, dans l'État indépendant du Congo, l'exploitation des mines du sous-sol du Katanga va être un élément très important d'enrichissement, non seulement des populations, mais de la collectivité. Donc, il y aura une prospérité, un mieux-être qui va se sentir tout de suite au niveau des populations à travers la nouvelle orientation qui est donnée à l'activité économique. Ce n'est plus une économie de subsistance, mais vraiment des cultures qui permettent d'avoir des revenus importants pour améliorer sa qualité de vie. D'une façon générale, les colonies africaines affichaient dès les décennies 1930-1940, sinon bien plus tôt, une viabilité économique qui profite autant à la métropole qu'au développement local. Mais il faut dire que c'était beaucoup plus pour le développement local. Concernant la métropole, ce sont plutôt les entreprises métropolitaines qui, des débouchés, sont, disons, prioritaires d'une certaine façon. Mais les ressources de la collectivité, dont les ressources de l'État, étaient essentiellement investies dans le territoire. Les masses africaines, dans l'enthousiasme créé par les changements spectaculaires dont elles sont témoins et actrices, apportent par leur labeur une importante contribution à la transformation du continent. Et cela va permettre de faire des réalisations. Les gens vont vraiment voir le cadre de vie évoluer.
La viabilité économique de la colonie africaine soutient une transformation rapide de la société. Chemin de fer, routes carrossables, ponts, hôpitaux, écoles, villes avec un urbanisme moderne, maisons en dur. L'Africain voit son environnement se transformer à grande vitesse, à son entière satisfaction. Et c'est en 20, 30, 40 ans, les Africains voient les choses évoluer. C'était quelque chose de phénoménal ce qui s'est passé en Afrique. Alors, il y a aussi la santé, l'hygiène, l'éducation, qui sont sans aucun doute les choses les plus importantes. Au niveau de la santé et de l'hygiène, la mortalité infantile va chuter à tel point que c'est au cours des premières décennies de la colonisation de l'Afrique noire que l'Afrique va amorcer son explosion démographique qui court encore jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de l'éducation, l'école, l'instruction, qui va permettre déjà dans les années 20, 30 d'avoir des étudiants africains qui venaient même étudier, qui partaient étudier en Europe. Au début, l'éducation, c'était pour former des cadres subalternes de l'administration, mais très rapidement, les Africains vont arriver au niveau d'études supérieures. Donc, tout cela, c'était des choses visibles que les Africains voyaient, que les Africains appréciaient. L'Afrique noire colonisée connaît, en une poignée de décennies, un développement rapide grâce à une économie en expansion et une population enthousiasmée et motivée par la rapide transformation de la société. Le colonisé africain, à l'image du colonisé de la province de la Rome antique, n'est point un malheureux subjugué rêvant d'indépendance. Non, pas du tout. Les populations africaines, les masses laborieuses du continent, ne sont pas des imbéciles qui ne savent pas apprécier l'évolution de leur société. Surtout que cette évolution est si rapide que le temps d'une vie humaine suffit à l'observer entièrement depuis le début. Surtout que cette évolution est le fruit d'une œuvre réalisée avec leur précieuse collaboration, leur précieuse contribution. Oui, grâce à la colonisation européenne, l'Afrique noire connaît un développement phénoménal. Sans aucun doute, l'un des plus fulgurants de toute l'histoire de l'humanité à une telle échelle. L'Afrique a évolué en quelques décennies. Et il y a des voyageurs qui ont des témoignages dans les années 10, 20, 30 sur l'impression que cette Afrique-là donnait. Et cela va susciter des convoitises, quelques jalousies au niveau international. Alors, disons que, malheureusement, c'est pendant cette phase-là du début, je dirais, de l'entreprise coloniale, puisqu'on n'était qu'à quelques décennies, c'est pendant cette phase-là que nos tuteurs, les tuteurs de l'Afrique, les Européens vont se lancer, malheureusement, dans 2 guerres mondiales très destructrices. Alors, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se trouve que l'Europe est à genoux, l'Europe est détruite, l'Europe est ruinée, mais surtout, l'Europe est désormais faible et soumise. Et la nouvelle puissance, la nouvelle grande puissance mondiale, les États-Unis, veulent profiter tout simplement de ce contexte-là pour, disons, leurs intérêts, élargir leur influence, se créer des opportunités au niveau du contexte international. Bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, nouveaux maîtres du monde, se proposent de libérer le commerce mondial des égoïsmes nationaux. Bon, on essaye de parer ces intentions, comment dirais-je, d'intentions de noblesse. En réalité, il s'agit de profiter de l'affaiblissement exceptionnel des vieilles nations européennes, désormais dépendantes et soumises, pour étendre l'influence américaine à la terre entière. Alors, élaboré sous la haute main des États-Unis d'Amérique,
La Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco en 1945, est une véritable incitation sans discernement à l'autodétermination de tous les peuples de la Terre. La Charte des Nations Unies sonne le glas des empires coloniaux. Alors, à propos des Américains, je me permettrai de dire quand même que on peut regarder un peu à gauche, à droite, voir le Libéria. Le Libéria, colonie américaine depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce que les Américains ont fait au Libéria? Aujourd'hui encore, le Libéria est l'un des pays les plus en retard de l'Afrique noire. De l'autre côté, je vois Haïti. Haïti a été occupé de 1915 à 1934, c'est-à-dire pendant près de 2 décennies, par les Américains, qui ont pris le prétexte de dettes que Haïti leur devait pour envahir le territoire, saisir le trésor public et le transférer aux États-Unis. Ils vont avoir fait face à une guérilla qui a occasionné près de 10 000 morts. Donc après 2 décennies, qu'est-ce que les États-Unis ont apporté à Haïti? Aujourd'hui, Haïti est encore l'une des nations les plus pauvres, l'un des pays les plus pauvres de la Terre. Donc ce sont ces Américains-là qui désormais veulent faire le bonheur de la Terre entière. Il se trouve que les choses ne vont pas se passer comme ils l'envisageaient. Parce que pour l'URSS, c'était une faille qu'elle ne pouvait pas rater. Pour Staline, cette opportunité du démantèlement des empires coloniaux des nations occidentales est une aubaine à saisir pour l'élargissement de la révolution communiste mondiale conduite par l'Union soviétique. Avec la guerre espagnole de 1936, la Ouma communiste mondiale n'a-t-elle pas montré son extraordinaire capacité de mobilisation? Si pour les Américains, le nouvel ordre international a pour objectifs principaux, en tout cas d'après ce qu'ils disent, la liberté de commerce et la paix sur tout le globe, les soviétiques de leur côté comptent plutôt s'en servir dans leur prosélytisme idéologique contre le capitalisme au prix de conflits armés si nécessaire. Le malentendu est total. Ainsi donc, avec les 2 grandes puissances à la manœuvre, chacune avec ses propres visées, le Conseil des Nations rentre dans un bouleversement comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et fatalement, les États-Unis et l'Union soviétique ne tardent pas à rentrer en conflit larvé. C'est la guerre froide qui s'installe progressivement dès 1945. Alors, on va voir un peu comment est-ce que cette guerre froide va bouleverser l'humanité. 2 jours après la capitulation japonaise, le 17 août 1945, l'Indonésie proclame son indépendance. Soutenue par les États-Unis, cette indépendance s'impose aux Pays-Bas en 1949. La péninsule coréenne, après la capitulation japonaise, se retrouve d'abord administrée au nord par l'Union soviétique et au sud par les États-Unis, pour donner ensuite 2 États distincts, la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud capitaliste, États qui finissent par s'affronter dans la guerre de Corée à partir de 1950. Dès 1946, la France doit faire face à la lutte armée des communistes du Viet Minh. C'est la guerre d'Indochine. L'empire colonial britannique est entamé en 1947 par la perte du sous-continent indien qui donne naissance à 4 États indépendants, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et la Birmanie. Le sous-continent indien, c'était le fleuron colonial de la Grande-Bretagne. Tout ça, on est dans un nouvel ordre international, tout ça est balayé d'une façon tellement simple que, à la limite, c'est incroyable. Les Britanniques doivent aussi faire face à l'insurrection communiste malaise, c'est la Malaisie, à partir de 1948. En 1949, les communistes chinois ravissent le pouvoir aux nationalistes alliés des États-Unis d'Amérique qui se retrouvent acculés sur le réduit de Taïwan. Aujourd'hui encore,
la tension entre la Chine et Taïwan constitue l'une des plus grandes menaces que nous avons sur la sécurité mondiale. Tout cela sans parler de tous les pays de l'Europe de l'Est, d'où les troupes soviétiques ne semblent point pressées de se retirer malgré la fin du second conflit mondial. Avec ces quelques exemples de vrais bouleversements dans la géopolitique planétaire, on voit l'effet des puissantes forces en œuvre pour l'anéantissement de l'influence européenne au plan planétaire. La règle est simple, la moindre opportunité pour un pays de se libérer de la tutelle européenne est saisie par les deux superpuissances, chacune d'elles agissant exclusivement pour ses propres intérêts. C'est dans ce contexte-là qu'il faut placer les indépendances africaines de la décennie 1960. Alors, que se passe-t-il en Afrique? Faisant figure de terre d'avenir, parce que comme je vous ai dit, l'Afrique était en plein boom. Et ça, c'était visible, ça se voyait. Donc, faisant figure de terre d'avenir, en raison de sa forte croissance économique, de ses nombreuses matières premières et de sa démographie galopante, l'Afrique noire devient un enjeu majeur, autant concerné par l'offensive communiste mondiale que par l'appétence commerciale et stratégique américaine. Américains et soviétiques, comme ailleurs sur le globe, ont besoin d'alliés locaux, de pions locaux, de leaders nationaux avec qui conduire les peuples à l'autodétermination, une autodétermination justement qui va se faire en leur faveur, c'est-à-dire mettre ces différents peuples-là dans leur giron. Il se trouve que, avec une longueur d'avance dans la formation idéologique et le prosélytisme politique, le communisme exerce beaucoup plus d'attrait sur les nouvelles élites du monde noir. Les communistes sont habitués à la formation. Il y avait partout en Afrique, comme partout d'ailleurs dans le monde, les groupes d'études communistes, les groupes d'études marxistes. Les gens reçoivent une formation civique, formation syndicale, formation idéologique. Donc ça, c'est une partie intégrante de leur fonctionnement, la gauche révolutionnaire, les communistes. Donc, dans le combat qui s'est engagé, ils avaient un personnel beaucoup plus étoffé que les États-Unis pour une lutte au niveau mondial. Comme ailleurs dans le monde, il faut libérer l'Afrique et le monde noir autant de la colonisation européenne que du nouvel impérialisme capitaliste américain. Ça, c'est l'objectif du monde communiste. Il faut arracher l'Afrique noire au monde capitaliste. Alors, pour cela, ils vont développer beaucoup de théories, beaucoup de choses, notamment charger l'Europe, de la responsabilité exclusive de la traite négrière et de l'esclavage. Ah, ou c'est les Blancs qui sont responsables de la traite négrière et de l'esclavage. Bon, c'est des choses que très facilement on vérifie que bon, c'est pas la réalité. Dénigrer systématiquement l'entreprise coloniale européenne. Cette Afrique qui est en plein boom, mais on dit que non, tout ce qui se fait là-bas, c'est pas bon. Pousser les élites noires à réclamer l'indépendance ici et maintenant. Inoculer la haine du blanc à l'opinion noire en favorisant la notoriété des nationalistes noirs convertis à la lutte révolutionnaire. Alors, un peu partout, en Afrique noire, surgissent des leaders engagés dans la lutte pour la réalisation des évolutions formulées dans la Charte des Nations Unies, des évolutions poursuivies avec obsession par les communistes. Alors, dans l'espace anglophone, il faut dire que c'est à la conférence au Congrès panafricain de Manchester en 1945 que certaines figures, des figures noires vont apparaître comme Kwame Nkrumah du Gold Coast, Jomo Kenyatta du Kenya, Hastings Banda du Nyasaland, aujourd'hui le Malawi. Donc avec une forte présence africaine, l'objectif du mouvement panafricain, c'est un mouvement qui existe depuis la fin du 19e siècle, né créé par des Américains et des Caraïbiens. Donc l'objectif du mouvement panafricain bascule du nationalisme noir à un nationalisme africain,
plus opportun dans cette atmosphère générale marquée par la question coloniale que soulève la Charte des Nations Unies. Dans ses résolutions, le Congrès de Manchester réclame l'indépendance pour tous les peuples colonisés afin de mettre fin à l'exploitation impérialiste et déclare que les peuples colonisés doivent choisir de lutter pour leur liberté en employant la force si nécessaire. Bon, l'influence communiste sur la nouvelle orientation du mouvement panafricain est patente. Dans tous les cas, il y a des leaders comme Kwame Nkrumah qui sont ouvertement communistes. Nkrumah même, il est plutôt hegelien, il est hegelien Nkrumah. Le Parti communiste français a la manœuvre au niveau de l'espace francophone. Je vous ai parlé de l'espace anglophone. Au niveau de l'espace francophone, c'est les élections de 1945 qui vont envoyer à l'Assemblée nationale française, au Palais Bourbon, de nouveaux élus de l'Afrique noire. Donc l'Afrique noire faisait son introduction dans la politique au niveau de l'espace francophone. Donc les Senghor, les Houphouët-Boigny, les Aimé Césaire, ainsi un certain nombre d'élus africains qui vont se retrouver à Paris. Et le Parti communiste français, à la manœuvre, réussit un beau coup avec la création du Rassemblement démocratique africain, le RDA, en 1946 à Bamako. En quelques années, le RDA, apparenté aux communistes, est implanté dans la plupart des territoires francophones. Je vais vous donner une liste donnant les partis affiliés au RDA. Pour le Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, dirigée par Ruben Oum-Niobé. Pour la Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, dirigé le PDCI d'Houphouët-Boigny. Pour le Dahomey, l'actuel Bénin, l'Union démocratique dahoméen, l'UDD, dirigée par Alexandre Adandé. Pour le Gabon, le comité mixte gabonais, dirigé par Léomba. Pour la Guinée, le Parti démocratique de Guinée, dirigé par Madihira Keïta. Pour la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, la section voltaïque du RDA, dirigée par Charles Nakuzon Nignan. Pour le Moyen-Congo, l'actuelle République du Congo ou Congo-Brazzaville, le Parti progressiste congolais, dirigé par Aubert Lucien Lunda. Pour le Niger, le Parti progressiste nigérien, dirigé par Boubacar Bolo. Pour l'Oubangui Chari, l'actuelle République centrafricaine, la section oubandienne du RDA, dirigée par Antoine Théophile Darlan. Pour le Sénégal, le mouvement populaire sénégalais, dirigé par Joseph Correa. Pour le Soudan, l'actuel Mali, l'Union soudanaise, dirigée par Modibo Keïta. Et pour le Tchad, le Parti progressiste tchadien, dirigé par Toura Gaba. Donc voilà, le Parti communiste a tout de suite une implantation à travers ces différents partis, les sections du Rassemblement démocratique africain. Le Parti communiste a une certaine implantation en Afrique noire. Le RDA est alors la première force politique du monde noir. Et son président, Houphouët-Boigny, député de Côte d'Ivoire, est l'homme principal des communistes en Afrique noire. Il faut dire que dès le départ, il y a des rivalités qui vont naître entre certains dirigeants d'une certaine carrure, et il y aura cette rivalité qui va suivre pendant des décennies, qui naît entre Senghor et Houphouët. Donc Senghor, absent à Bamako, à la demande des socialistes, parce que les socialistes voyaient bien toutes les manœuvres des communistes derrière ce rassemblement démocratique africain. Donc, absent à Bamako à la demande des socialistes, Senghor crée en 1948 les indépendants d'outre-mer, le principal adversaire politique du RDA dans les colonies. Alors, comme on a vu, ce que les communistes attendent, c'est une lutte à caractère insurrectionnel. Et poussés à la radicalité par le mentor communiste, de nombreux leaders africains ne tardent pas à imprimer une allure insurrectionnelle à la lutte pour l'émancipation des indigènes d'Afrique noire. Des violences avec mort d'hommes sont enregistrées dans maintes colonies.
On verra à Madagascar, il y aura l'insurrection malgache de 1147, menée par le mouvement démocratique de la rénovation malgache, une insurrection qui fait l'objet d'une terrible répression, conduite par l'armée française et qui fait plusieurs milliers de morts. En Côte d'Ivoire, en tant que figure de proue de la lutte en Afrique noire, et devant, à ce titre, donner l'exemple, Houphouët-Boigny engage son parti, le PDCI-RDA, dans des actes de désobéissance civile et de manifestations violentes. Les dernières années de la décennie 1940 plongent la Côte d'Ivoire dans de graves troubles à l'ordre public. C'était vraiment les années de braise, les années 47, 48, 49 en Côte d'Ivoire. Alors il y aura une réaction des gouvernements occidentaux à travers, toute cette manœuvre communiste au niveau mondial. Donc à travers la nébuleuse communiste, l'Union soviétique a cet avantage de disposer d'une importante cinquième colonne dans les pays occidentaux pour reminer, affaiblir, détruire peu à peu ces derniers de l'intérieur. Et il y aura des réactions. En 1947, en France, les socialistes chassent du gouvernement les communistes, leur reprochant de prendre leurs ordres à Moscou. Aux États-Unis, à partir de la fin des années 50, fin des années 40, début des années 50, il y a eu le maccarthisme, une traque acharnée contre les adeptes militants ou sympathisants du communisme. En tout cas, dès qu'on est supposé tel, c'est très compliqué à cette époque-là aux États-Unis. Il n'y a qu'en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, en fait, le Parti communiste, le communisme n'a jamais percé. Le Communist Party of Great Britain n'a jamais été un parti important. Alors, l'éviction des communistes au niveau français, l'éviction des communistes du gouvernement, donne les mains libres aux administrateurs coloniaux pour maintenir l'ordre dans les colonies. Et Houphouët-Boigny et son parti politique vont subir une répression terrible à la suite d'un événement où il y a eu mort d'hommes. Les principaux cadres du parti seront jetés en prison à Bassam. Il y a même un des acolytes de Houphouët-Boigny, le sénateur Ernest Biakaboda, sénateur à Paris, qui disparaît, et par la suite on retrouve son corps, il a été assassiné. Donc la répression va être terrible à tel point que Houphouët-Boigny, craignant pour sa vie, fuit la Côte d'Ivoire pour se réfugier en métropole, où son statut de parlementaire est plus protecteur que sous les tropiques. Les communistes vont publier le discours sur le colonialisme, signé par Aimé Césaire, publication par Réclame, qui est la maison d'édition du Parti communiste, publication dédicacée, préfacée, pardon, par Jacques Duclos, un des responsables du Parti communiste, qui sera d'ailleurs plus tard candidat aux élections présidentielles en France. Donc bref, en tout cas, les communistes sont à la manœuvre et ils avancent. Alors, Houphouët-Boigny, l'homme des communistes, se retrouve à Paris, isolé et apeuré par les menaces judiciaires qui planent sur lui et les cadres de son parti, qui sont tous en prison en Côte d'Ivoire. Le risque politique pour lui-même est grand, car sa subordination au Parti communiste français et sa radicalité politique sont même contestées au sein de son parti. Houphouët-Boigny, au tournant de la décennie 1950, comprend que si il ne fait pas attention, il risque lui-même d'en payer un prix très cher. Il est donc loisible pour le ministre de la France d'Outre-mer, un certain François Mitterrand, jeune loup de la politique française, d'obtenir de Houphouët-Boigny, contre une certaine réhabilitation, qu'il quitte les communistes. C'est ainsi que, en octobre 1950, Houphouët-Boigny, la figure de proue des communistes en Afrique noire, publie un communiqué dans lequel il annonce le désapparentement du RDA, du Parti communiste français. C'est un événement très important dans tout ce qui va suivre. C'est vrai, cela ne sera pas, ça ne va pas aller facilement, puisqu'il y aura des dissensions au sein du Rassemblement. Il y a même des sections du parti du Rassemblement qui vont donc quitter le Rassemblement, comme le parti de Ruben Oumniogo au Cameroun, qui vont choisir de rester dans la radicalité, donc qui vont démissionner du RDA. Il faut dire que si la défection de Houphouët-Boigny est un coup dur pour les stratèges communistes,
elle est heureusement de très courte durée. Seulement 4 mois plus tard, en février 1951, l'inespéré pour les communistes se produit avec la nomination de Kwame Nkrumah au poste de Premier ministre de Gold Coast. Alors que Houphouët, ancien cadre indigène de l'administration coloniale, chef traditionnel baoulé et grand exploitant agricole, Houphouët est un notable pragmatique et soucieux de la protection de certains intérêts personnels. Nkrumah est un pur idéologue communiste, aux assises sociales, je dirais sans assises sociales, qui prône ouvertement une totale radicalité plus conforme aux exigences de la lutte révolutionnaire. Depuis le congrès panafricain de Manchester de 1945, qu'il a révélé, Nkrumah est un partisan de l'indépendance ici et maintenant. Autant dire qu'à la place de Houphouët-Boigny, les communistes ont un remplaçant de luxe. C'est Nkrumah qui désormais est chargé de coordonner le combat des communistes en terre africaine. Et Nkrumah va le prouver avec une intense activité militante. Accra, la capitale de Gold Coast, ne tarde pas à devenir la Mecque du panafricanisme mondial. Panafricanisme orienté vers la libération révolutionnaire du monde noir et l'indépendance totale de l'Afrique. Accra où se bousculent les Afro-Américains comme des militants de droits civiques, Webb Du Bois ou Malcolm X, la vedette de jazz Louis Armstrong, l'écrivain trinidadien George Padmore, le militant anti-apartheid sud-africain Nelson Mandela, Frantz Fanon. Donc, Accra devient la capitale mondiale du panafricanisme. Nkrumah, dans son engagement, a suscité un très grand espoir. Oui, on peut le dire, le passage de Houphouët-Boigny à Nkrumah est un véritable gain pour la lutte communiste. Bon, les choses évoluent dans le monde. En 1955, en avril 1955, nous avons, avec la conférence de Bandung, en Indonésie, le monde assiste à l'entrée sur la scène internationale des pays décolonisés du tiers-monde. Donc tout ça, ça crée une atmosphère dans le monde, réunissant pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques, dont Sukarno de l'Indonésie, Nasser de l'Égypte, Nehru de l'Inde, Zhou Enlai de Chine. La conférence enregistre aussi la participation de la Côte de l'Or avec Kwame Nkrumah et du Soudan, non encore indépendant, ainsi que des délégations du FLN algérien en lutte pour son indépendance et du Destour tunisien des mouvements en lutte. Donc voilà, l'atmosphère mondiale et tout cela avec, comment dire, un soutien communiste. Même si la France de la 4e République compte garder ses colonies d'Afrique noire dans le cadre de l'Union française, le contexte international lui impose de profondes réformes. Il se trouve qu'après avoir quitté le communisme en 1950, Houphouët-Boigny a gagné en respectabilité à Paris et le RDA est solidement établi comme la première force politique en Afrique noire francophone. Alors Houphouët est appelé au gouvernement en février 1956 en vue de collaborer aux changements qui s'imposent vu la situation internationale. En juin est adoptée la loi cadre qui crée des conseils de gouvernement élus au suffrage universel dans les territoires d'outre-mer, donnant ainsi plus d'autonomie aux colonies. Puisqu'à cette époque, les territoires en Afrique étaient des territoires d'outre-mer. La loi cadre annonce la disparition des deux grands ensembles que sont l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Alors, Senghor, le principal rival de Houphouët dans l'espace francophone, ne manque pas de dénoncer cette loi cadre qui, selon lui, favorise la balkanisation de l'Afrique. Les choses s'accélèrent pour l'Afrique noire. En mars 1957, avec l'indépendance de la Gold Coast qui devient donc le Ghana, Nkrumah, dont l'un des slogans depuis des années est « Nous voulons l'indépendance et tout de suite », est le premier leader de l'Afrique noire à conduire son pays à l'indépendance. Le leader ghanéen, désormais chef d'État, intensifie son activisme. En avril 1957, soit quelques semaines après l'indépendance du Ghana, Nkrumah se déplace pour rencontrer Houphouët-Boigny à Abidjan, pour lui dire c'est quoi la suite, qu'est-ce qui doit se passer.
Il est venu pour s'entretenir avec Houphouët des indépendances et de son projet des États-Unis de l'Afrique occidentale qu'il va diriger. Un État indépendant et devant rassembler l'ensemble des territoires coloniaux. Autant dire que cette rencontre ne pouvait pas se terminer dans la concorde et l'allégresse, vu que les visions des deux hommes étaient totalement divergentes. Pour l'Ivoirien, l'Ivoirien étant un farouche partisan, et co-bâtisseur de la communauté franco-africaine, Houphouët-Boigny disait non, oui, l'indépendance, mais on n'est pas encore prêt pour être indépendant à la fin des années 50. Donc, pour Houphouët-Boigny, co-bâtisseur de la communauté française, une communauté incompatible avec l'indépendance. Ne serait-ce que dans un premier temps. Après Abidjan, c'est chez lui à Accra, au cours de ce même mois d'avril 1958, que Nkrumah invite à la conférence des États indépendants d'Afrique. À cette époque, ils ne sont pas nombreux. L'Égypte, la Libye, le Soudan, la Tunisie, le Maroc, l'Éthiopie et le Libéria, pour prendre position en faveur de la décolonisation totale et immédiate de l'Afrique, ainsi que pour la mise en place d'une structure en vue de soutenir les autres territoires. Donc c'est dans ce contexte-là que arrive au pouvoir en 1958 le général de Gaulle. Revenu aux affaires, de Gaulle pense que la communauté française est ce qu'il y a de mieux pour les intérêts de la France et les territoires. Il trouve un certain leaders africains, tels que Houphouët-Boigny, Léon Mba, des partenaires pour faire prévaloir cette option dans les futures évolutions politiques. De Gaulle est déterminé à se battre avec ses partenaires africains, se battre contre cette évolution que veulent imposer à la France les superpuissances étrangères à travers la charte de ce machin appelé l'ONU. Alors, la communauté française qui exclut l'indépendance est maintenue dans le projet de constitution de la Ve République qui est soumise à référendum le 28 septembre 1958. En fait, c'était quoi? De Gaulle dit, bon, demandons au peuple. C'est vrai qu'il y a toute cette campagne médiatique, il y a toute cette atmosphère, mais demandons au peuple. Demandons au peuple son option, son choix. Donc les Africains sont appelés à participer à ce référendum de 1958. Et l'enjeu pour les Africains, c'est de dire, est-ce que nous voulons rester avec la France, donc accepter la Constitution, donc dit oui, ou on veut notre indépendance, on dit non. Et De Gaulle dit, celui qui veut son indépendance, ben, il apprend tout de suite. La France ne retient personne. Celui qui veut prendre son indépendance, il apprend. Donc, en ce 28 septembre 1958, le choix des populations africaines de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française fut clair. Le oui l'emporte en Côte d'Ivoire à 99,99% pour 1 596 610 votants. Au Dahomey, aujourd'hui Bénin, à 97,84% pour 431 407 votants. En Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, à 99,18% pour 1 431 000 votants. En Mauritanie, à 94,04% pour 322 451 votants. Au Niger, à 78,43% pour 493 953 votants. Au Sénégal, à 97,55% pour 893 369 votants. Au Soudan français, l'actuel Mali, à 97,54% pour 972 197 votants. Au Gabon, chez Léon Mba, à 92,58% pour 208 600 votants. Au Moyen Congo, le Congo-Brazzaville, à 99,38% pour 342 350 votants. En Oubani-Chari, la Centrafrique, 98,77% pour 496 679 votants. Et au Tchad, à 98,29% pour 83 205 votants. À Madagascar, à 77,64% pour 1 767 475 votants. Donc voici les résultats. Les Africains, à plus de 9 sur 10 des populations africaines, ont rejeté l'indépendance, ont choisi de continuer avec
continuer dans l'aventure française. Donc, à plus de 9 sur 10. Comme le choix était libre, c'était un choix libre, seule la Guinée fait le choix du non à 95,22% pour 1 203 875 votants. Donc, normalement, on dit game's over. C'est fini. Les Africains ont décidé de continuer avec la France. Les Africains ont décidé de rejeter l'indépendance. Quand après plus d'une décennie de dénigrement en roue libre de la colonisation, près de 10 millions d'électeurs de l'Afrique noire votent à plus de 9 sur 10 pour maintenir les liens privilégiés avec la France. Dire que cette colonisation fut un crime est une grave insulte proférée contre ses électeurs, contre ses votants. Ils seraient tellement idiots, qu'ils ne voient pas la misère dans laquelle ils sont. Pourtant, eux, mieux que quiconque, savent d'où ils viennent. Eux, ils voient leur cadre de vie changer. Ils voient des villes se bâtir. Ils voient des routes et des ponts se construire depuis quelques décennies. Ils ont des hôpitaux où se soigner. Leurs enfants vont désormais à l'école de blanc, les enfants vont apprendre papier de blanc. Ils ont le train, ils ont la radio, ils ont de plus en plus, ils possèdent de plus en plus une voiture. C'est parce que les Africains ne sont pas des idiots qu'ils ont massivement voté pour le oui, qu'ils ont librement choisi le oui. Alors, malgré ce vote que je viens de vous présenter, quelques mois après, les États africains seront conduits à l'indépendance. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que la volonté exprimée des peuples africains, en tout cas dans le cadre de la francophonie, de l'espace francophone, puisqu'il n'y a pas eu d'autres élections, d'autres votes ailleurs, et il n'y a pas eu de sondage, et dans tous les cas, un vote est toujours, plus précis qu'un sondage. Le vote, ce sont les gens qui, dans l'intimité de leurs convictions, dans l'urne, choisissent. Donc, il n'y a pas eu d'autres votes ailleurs pour qu'on ait notre chiffre. Mais quand 9 sur 10, dans l'espace francophone, plus de 10 millions d'électeurs, je crois qu'on peut considérer que cela exprime une volonté largement partagée. Donc, pourquoi est-ce que malgré le choix des populations africaines de rejeter l'indépendance, les États africains vont être conduits aux indépendances quelques mois plus tard? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Et nous verrons, les actions des différents acteurs africains. Senghor, Houphouët-Boigny, Sékou Touré, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, qu'est-ce que les uns et les autres ont fait pour que, finalement, on arrive donc aux indépendances des années 60. Je vais vous demander d'aider la chaîne en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.